Avant de nous plonger dans cette histoire, permettez-moi de vous adresser une simple invitation. Si vous appréciez les récits sombres, réalistes et troublants, ceux qui ne reposent pas sur des monstres, mais sur des décisions humaines, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains rapports et écrivez dans les commentaires d'où regardez-vous. L'hôtel particulier de Montferrand ne figurait ni sur les cartes touristiques, ni dans les archives municipales récentes. Pourtant, tous les habitants de la petite commune de Saint-Aubin-sur-Loire savaient exactement où il se trouvait. Il suffisait de suivre la petite route qui se rétrécissait entre des arbres centenaires, là où l'éclairage public s'arrêtait brusquement, comme si quelqu'un avait décidé, des décennies auparavant, qu'il n'était pas utile d'éclairer la suite. L'édifice paraissait bien trop imposant pour l'isolement qui l'entourait. Un corps principal en pierre claire, patiné par le temps, flanqué de 2 ailes latérales et de hautes fenêtres qui laissaient rarement filtrer la lumière. Le portail en fer restait clos, mais jamais verrouillé. Personne n'y entrait par curiosité. Nul besoin de prévenir quiconque de se tenir à distance après minuit. Adrien Morel gara la voiture à une distance respectueuse de l'entrée. L'horloge du tableau de bord affichait 23h41. Il coupa le moteur et resta immobile quelques secondes, observant la silhouette de la demeure se détachant sur le ciel nuageux. Il n'éprouvait pas de peur au sens commun du terme. Ce qui le préoccupait était plus concret. Le sentiment d'être sur le point de franchir une frontière officieuse, de celle qui ne figure pas sur les documents, mais que chaque lieu établit pour séparer le acceptable de ce qui doit rester inviolable. Adrien n'était ni un aventurier, ni un amateur de sensations fortes. Il travaillait comme archiviste pour un consortium privé spécialisé dans les propriétés historiques acquises par héritage ou abandon légal. La mission était simple sur le papier. Cataloguer ce qui restait du domaine de Montferrand avant son transfert définitif à l'État. Photographié, consigné, scellé. Le travail aurait dû être effectué dans la journée, mais les demandes précédentes avaient été refusées sans explication. Désormais, une autorisation exceptionnelle avait été accordée, valable pour une seule nuit. Le document a été signé par Étienne Ravel. Le nom n'était pas inconnu à Saint-Aubin. Ravel était un homme qui semblait occuper une place disproportionnée par rapport à sa présence physique. Ancien maire, désormais conseiller régional, il était réputé pour son talent à étouffer les affaires délicates avant qu'elles ne soient rendues publiques. Toujours tiré à 4 épingles, toujours disponible pour les interviews, toujours distant dès qu'on évoquait la demeure. C'est lui qui avait directement autorisé l'accès et qui avait insisté pour qu'Adrien soit présent, avant à partir de minuit et rester ensuite. C'est une simple formalité technique, avait-il dit au téléphone d'une voix neutre. Certains documents n'ont de sens que lorsqu'ils sont complets. Adrien sortit de la voiture, sa mallette sous le bras et sa lampe torche accrochée à son manteau. Le vent faisait claquer les feuilles mortes contre le portail, produisant un bruit irrégulier, presque rythmé. Lorsqu'il le poussa, le métal céda avec une facilité déconcertante, grinçant doucement, comme s'il venait d'être lubrifié. Le jardin était un espace mal délimité entre ce qui avait été autrefois cultivé et ce qui poussait désormais librement. Des allées de pierre subsistaient, mais étaient partiellement recouvertes de mousse. Des statues de figures classiques étaient brisées, bras manquants, visages ébréchés, non seulement par le temps, mais aussi par des coups intentionnels. Adrien avançait lentement. Chaque pas était calculé, professionnel. Pourtant, il remarqua quelque chose qui ne figurait dans aucun rapport, des marques récentes au sol, près de l'entrée principale. Des empreintes de pas, plusieurs types de chaussures. Elles n'étaient pas assez anciennes pour être ignorées. À l'intérieur du manoir, l'air était plus froid, non pas un froid naturel, mais une fraîcheur qui semblait emprisonnée dans les murs. Le hall principal conservait quelques éléments de son mobilier d'origine. Un grand miroir recouvert d'un tissu sombre, une horloge à pendule arrêtée à minuit pile et un double escalier menant à des couloirs invisibles dans la pénombre. Adrien remarqua un détail sur la montre, prit une photo et suivit le protocole. Il ne fallait toucher à rien d'autre qu'à l'essentiel.
Pourtant, lorsque l'aiguille des minutes de sa propre montre avança et dépassa minuit, quelque chose changea presque imperceptiblement. Aucun bruit soudain, aucune porte ne claqua. Ce qui se produisit était pire encore, l'impression très nette que le manoir avait cessé d'être un simple lieu abandonné et qu'il fonctionnait désormais selon sa propre logique. Comme si cet horaire était un accord tacite respecté depuis des décennies. Un son sec résonna à l'étage supérieur. Ce n'était pas le bruit de pas, mais plutôt celui de quelque chose traîné avec une précaution excessive. Adrien leva la lampe torche. Il l'ignorait encore, mais ce qui se passait dans ce manoir après minuit n'était pas une légende locale. C'était une procédure que quelqu'un avait pris soin de garder secrète et toujours en vigueur, pendant très longtemps. Adrien referma la porte principale derrière lui, non par prudence, mais par habitude professionnelle. Le bruit de la serrure résonna plus fort qu'il ne l'aurait cru, se propageant dans les couloirs, comme si le manoir possédait des espaces intérieurs plus vastes que ne le laissait supposer son plan. Il ajusta sa lampe torche et commença à documenter méthodiquement le rez-de-chaussée. Murs, meubles, traces de la structure. L'endroit n'était pas en ruine complète. Un entretien sélectif avait été effectué. De la poussière s'était accumulée dans certains recoins, mais d'autres surfaces étaient trop propres pour être totalement abandonnées. La France rurale connaissait ce genre de paradoxe, des propriétés officiellement oubliées, mais préservées par des mains invisibles. À Saint-Aubin-sur-Loire, le silence n'était pas synonyme de négligence. Il était synonyme d'accord tacite. Adrien avait grandi à Lyon et avait appris très tôt que les petites communautés survivaient moins grâce aux lois qu'à des conventions partagées. Dans la pièce attenante, il découvrit une longue table recouverte d'une épaisse nappe. En soulevant délicatement le bord, il aperçut des marques circulaires dans le bois, brûlées selon un motif régulier. Trop anciennes pour être récentes, mais trop régulières pour être accidentelles. Il la photographia, prit des notes, et poursuivit son chemin. L'hôtel particulier Montferrand fut construit à la fin du XIXe siècle par Henri de Montferrand, un industriel discret qui avait fait fortune en fournissant des matières premières métalliques en temps de guerre. Après la Première Guerre mondiale, on ne dispose d'aucune trace précise de sa fortune. Seules des rumeurs laissent entendre que la famille s'était progressivement isolée. Le dernier héritier officiel décéda en 1956. Dès lors, la maison passa entre les mains de plusieurs administrateurs indirects dont aucun ne parvint à se maintenir. Adrien connaissait cette histoire car Étienne Ravel avait tenu à l'inclure dans le dossier. Ce qui n'y figurait pas, en revanche, c'étaient les témoignages informels des employés municipaux demandant des congés après avoir travaillé dans les environs, des traiteurs qui cessaient leur activité sans facturer, des gardiens de nuit remplacés à intervalles réguliers, toujours sans qu'aucune plainte formelle ne soit déposée. Dans le couloir menant à l'ancienne bibliothèque, Adrien constata des signes plus évidents d'une utilisation récente. La moquette était usée uniquement au centre, formant un chemin bien défini. Sur les murs, des marques discrètes indiquaient que des tableaux avaient été décrochés et replacés à plusieurs reprises. Il n'y avait pas d'acte de vandalisme, tout semblait intentionnel. La bibliothèque possédait de hautes étagères, dont beaucoup regorgeaient encore de volumes reliés. Il ne s'agissait pas de livres rares, mais de documents, comptes, correspondances, journaux techniques. Adrien en feuilleta rapidement un. Les dates se répétaient, toujours la même période du mois, toujours accompagnée de notes plus détaillées après minuit. Il n'avait pas lu le contenu en détail. Son rôle n'était pas de l'interpréter. Pourtant, il remarqua que certaines pages manquaient, retirées avec une précision chirurgicale, non pas arrachées, mais détachées. À l'extérieur de la bibliothèque, de légers pas résonnèrent à l'étage. Adrien éteignit instinctivement sa lampe torche, ne laissant subsister que la faible lueur du couloir. Le bruit ne se répéta pas. Aucune porte ne grinça. Le manoir absorba le bruit et ne répondit que par le silence. Adrien se remit en mouvement. Les personnages qui gravitaient autour de cette propriété commencèrent à se définir non par leur présence, mais par leur absence. Pas de voisins directs,
pas de garde permanent. Seul Étienne Ravel, apparaissant toujours aux moments administratifs opportuns, veillant à ce que tout reste dans les limites de la légalité apparente. Ravel avait grandi à Saint-Aubin. Son père avait été secrétaire municipal pendant les années charnières de l'après-guerre. Il était réputé pour son sens pratique. Adrien se souvenait d'avoir lu son nom associé à des déclarations prématurées et des reclassements administratifs. Rien d'illégal, juste une question d'opportunité. Au fond du manoir, une porte donnait sur l'aile de service. Vieille cuisine, garde-manger vide, un escalier étroit menant au sous-sol. Adrien hésita juste le temps de remarquer la porte. Il y avait quelque chose à cet endroit précis qui détonnait avec le reste de la maison. Le bois était plus récent, les vis plus neuves. Quelqu'un y avait investi. Il descendit quelques marches avant d'entendre des voix. Non pas des conversations distinctes, mais des murmures contrôlés, comme des instructions transmises à voix basse. Adrien éteignit complètement sa lampe torche et regagna le palier supérieur. Le son ne provenait pas d'une seule personne. Il y avait plus d'une présence en contrebas. Dans la France contemporaine, il n'était pas rare que des espaces abandonnés servent de lieu de réunion clandestine ou d'activité marginale. Ce qui distinguait cette situation, c'était l'organisation tacite. Rien ne semblait improvisé. Rien ne semblait hors de contrôle. Adrien retourna dans le hall principal et contempla de nouveau l'horloge à pendule, arrêtée à minuit. 7 heures ne marquait pas seulement le temps. Elle symbolisait une transition, un changement. Il commençait à comprendre que son rôle là-bas n'était pas seulement de consigner le passé de l'hôtel particulier de Montferrand, mais de témoigner d'un mécanisme qui continuait de fonctionner, silencieux, protégé et intégré à la vie locale, bien plus que quiconque ne voulait l'admettre. Adrien attendit plusieurs minutes avant de se remettre en mouvement, non par peur immédiate, mais parce que le moindre faux pas semblait avoir des conséquences bien plus graves qu'une simple frayeur. Le manoir avait son propre rythme, et il commençait à le percevoir. Des sons apparaissaient et disparaissaient à intervalles réguliers, comme s'il existait des fenêtres spécifiques par lesquelles on pouvait accéder à certains espaces sans être dérangé. Il a regardé sa montre. 00.23. Il décida de monter à l'étage, d'où provenaient les bruits de pas entendus auparavant. Le double escalier offrait 2 options. Adrien choisit celui de droite, non par logique, mais parce que la rampe présentait des traces d'usure récentes, contrairement à l'autre. Des mains y étaient passées de nombreuses fois. Le couloir à l'étage était long, bordé de portes closes. Certaines étaient verrouillées, d'autres entrouvertes. Adrien en testa une avec précaution. Elle céda sans bruit. La pièce était vide, à l'exception d'un lit sans matelas et d'une commode ouverte. Rien n'avait été laissé au hasard. Les tiroirs étaient parfaitement alignés, le sol impeccable. En partant, il rencontra la première personne. L'homme apparut au bout du couloir, vêtu de vêtements sombres et sobres, sans chercher à se déguiser. Il ne parut pas surpris de voir Adrien et ne manifesta aucune hostilité immédiate. Il s'arrêta à quelques mètres, l'observant silencieusement. Adrien ne dit rien. Il souleva lentement le dossier contenant les documents, révélant l'autorisation officielle. L'homme fit un bref signe de tête, comme pour accuser réception d'une procédure attendue. Puis il jeta un coup d'œil à sa montre et finit par parler. « Il est situé hors de l'axe principal ». Cette phrase n'était ni un avertissement, ni une menace. C'était un constat. Avant qu'Adrien ne puisse répondre, une autre porte s'ouvrit derrière lui. Une femme d'un certain âge, les cheveux tirés en arrière et l'expression neutre, observait la scène avec une attention pragmatique. Il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce, invisible, mais présent. « Il a l'autorisation, dit-elle, après avoir examiné le document à distance. Ravel l'a-t-il confirmé ? Confirmé, répondit l'homme, mais pas jusqu'à présent. Le conflit s'apaisa là, sans cri ni effusion de sang. Adrien comprit qu'il n'avait pas affaire à des envahisseurs improvisés, mais à des gens habitués à évoluer dans un cadre bien défini. Il avait franchi l'une de ses limites. « Mon travail exige un accès complet », a déclaré Adrien d'un ton mesuré.
Je n'interviendrai pas dans ce qui ne concerne pas l'inventaire. La femme fit un pas de plus. L'inventaire s'arrête avant l'aile nord, répondit-il. Ça a toujours été le cas. Adrien a enregistré mentalement le mot. Toujours ce n'était pas récent. Il y avait une continuité. L'homme fit signe à Adrien de les suivre. Ce n'était pas un ordre formel, mais l'alternative, rester seul dans ce couloir, paraissait moins judicieuse. Ils se dirigèrent vers une pièce plus grande où de vieilles cartes de la propriété étaient fixées au mur. Certaines zones étaient marquées de traits rouges, renforcés au fil des ans. Cela ne figure pas dans les registres publics, a déclaré Adrien. Ça ne devrait pas être comme ça, répondit l'homme. Ce qui se passe ici n'est pas illégal, c'est nécessaire. La femme ouvrit une porte latérale révélant une pièce où l'équipement moderne contrastait fortement avec l'architecture ancienne. Ordinateur, classeur métallique, caméra de surveillance. La demeure n'était pas seulement habitée, elle était sous surveillance. Adrien ressentit alors toute la gravité du conflit. Son travail reposait sur la neutralité, mais celle-ci devenait fragile dès lors que quelqu'un définissait ce qui pouvait ou ne pouvait pas être vu. Si j'omets des points quelconques, a déclaré Adrien, le rapport sera incohérent. Et si vous l'incluez, répondit la femme, ce ne sera plus seulement un rapport. La tension ne provenait pas de menaces physiques, mais de conséquences institutionnelles. Adrien reconnaissait ce type d'impasse, des choix techniques qui masquaient des décisions morales. Un bruit provenant du sous-sol interrompit la conversation. Une alarme discrète retentit, brève, un simple clignotement. L'homme consulta un écran. « Il y a eu un imprévu », a-t-il déclaré. Plutôt que prévu. La femme regarda Adrien, l'évaluant à nouveau. Pour la première fois, on pouvait lire une pointe d'incertitude dans son expression. « Si vous restez, dit-elle, vous verrez des choses qu'on ne peut pas oublier. » Adrien ne répondit pas immédiatement. Le conflit n'était plus seulement professionnel. Il était confronté à un système qui fonctionnait en dehors des documents officiels, protégé par des figures comme Ravel et maintenu par des routines précises. Et l'horloge du manoir resta arrêtée à minuit, tandis que tout autour d'elle continuait d'avancer. Adrien ne réagit pas immédiatement à l'avertissement. Au lieu de cela, il entra dans la salle de surveillance, comme si la décision était déjà prise avant même d'être formulée. La femme referma la porte derrière eux, isolant l'espace du reste du manoir. Le geste n'était pas brusque, mais décisif. L'homme se présenta simplement comme Laurent. La femme, Mireille, sans nom de famille. Non par oubli, mais par souci d'économie. Adrien comprit vite que les noms complets n'étaient pas de mise là-bas. Les titres professionnels, en revanche. « Vous n'êtes pas le premier archiviste », dit Laurent en ajustant l'un des écrans. « Vous êtes simplement le premier depuis longtemps à arriver ici. » Cette information a révélé une intrigue secondaire troublante. D'autres s'étaient rendus au manoir avant lui. Certains en avaient trop vu. D'autres, apparemment, s'étaient contentés de n'en voir que trop peu. Mireille ouvrit un tiroir métallique et en sortit un mince classeur. Vieilles photographies, coupures de journaux locaux, rapports dactylographiés. Beaucoup étaient marqués comme classés avec des timbres d'après-guerre décolorés. Sur tous, le nom de Montferrand apparaissait associé à des termes vagues. Relocalisation, confinement, procédure nocturne. La commune a toujours eu un problème, a-t-elle déclaré. Des gens qui ne s'intégraient pas, ils n'ont pas disparu, ils ont persisté. Adrien feuilleta soigneusement les pages. Aucune description explicite de violence n'y figurait, mais des schémas se dessinaient, des personnes officiellement mutées dans d'autres régions, mais dont les dossiers étaient interrompus peu après. Les dates coïncidaient avec des travaux de rénovation au manoir, toujours la nuit, toujours après minuit. La pression du temps s'est intensifiée lorsqu'un compte à rebours numérique est apparu sur l'un des écrans. Décompte 00037 12. Ce n'était pas prévu pour aujourd'hui, a déclaré Laurent. Quelqu'un a avancé le cycle. Adrien comprit que cette routine suivait un horaire interne, non officiel, et que quelque chose clochait. Une autre intrigue secondaire s'est dévoilée avec l'arrivée d'un troisième personnage, une jeune femme nommée Claire, chargée de la logistique extérieure.
Elle a rapporté des informations du village, une activité inhabituelle près de la route secondaire, une voiture qui n'appartenait à personne de connu, une personne posant trop de questions au bar du coin. Ça pourrait être la presse, a dit Claire. Ou quelqu'un du département régional, répondit Mireille en jetant un bref coup d'œil à Adrien. La méfiance devint manifeste. Adrien faisait désormais partie intégrante de l'équation et n'était plus un simple observateur. Sa présence bouleversa l'équilibre fragile maintenu depuis des décennies. Ravel ne le permettrait pas, dit Adrien, plus pour lui-même que pour les autres. Ravel autorise ce qu'il tait, répondit Laurent. Quand il échoue, il prend ses distances. Cette déclaration a apporté un nouvel éclairage à l'intrigue. Étienne Ravel n'était pas l'architecte du système, mais seulement son garant politique. Quelqu'un au-dessus de lui en avait défini les véritables limites. Le compte à rebours continuait. Des bruits métalliques résonnaient depuis le sous-sol, des portes qui se déverrouillaient, des mécanismes qui s'activaient. Adrien ne le voyait pas directement, mais il sentait l'atmosphère changer, comme si le manoir se préparait à quelque chose qui exigeait une précision absolue. « Vous pouvez partir maintenant, » dit Mireille. « Nous enregistrerons votre visite comme incomplète. »« Et si je restais ?» demanda Adrien. Elle a mis un certain temps à répondre. « Alors vous cessez d'être un risque passif, a-t-il dit, et vous devenez un atout ou un problème. » L'intrigue personnelle d'Adrien se révéla alors. Il s'était toujours enorgueilli de sa neutralité, de son refus d'intervenir. Mais la neutralité n'était plus une option viable. Des personnes étaient manipulées comme de simples variables. Une procédure reposait sur un oubli collectif. Le compte à rebours a atteint 0010. Claire Voltou apporta. « Décidé, dit-elle. Après cela, personne n'entre et personne ne sort. L'urgence du temps entraînait la fermeture de toutes les voies intermédiaires. Chaque décision aurait un impact direct non seulement sur le rapport final d'Adrien, mais aussi sur la continuité de ce système silencieux qui fonctionnait sous le manoir français depuis des générations. Le compte à rebours s'acheva sans annonce spectaculaire, ni sirène, ni changement soudain d'éclairage. Ce qui se produisit fut plus troublant. Le manoir tout entier sembla se transformer, tel un organisme entrant dans une nouvelle phase de fonctionnement. L'air changea de densité. Le silence se chargea de gravité. Laurent ouvrit la porte du sous-sol sans regarder Adrien. Il ne s'agissait plus d'une question d'autorisation, mais d'une simple formalité. « Si vous comptez rester, dit-il, restez jusqu'au bout. » L'escalier descendait plus bas qu'Adrien ne l'avait imaginé en l'apercevant de l'étage. Les murs avaient progressivement laissé place au béton armé, et non plus à la pierre ancienne. La transformation n'était pas récente. Elle avait été réalisée des décennies plus tôt, avec des moyens et une planification minutieuse. Des spots encastrés éclairaient le passage, s'illuminant progressivement au fur et à mesure de leur progression. Au niveau inférieur, l'espace s'ouvrait sur un large couloir aux portes numérotées. Certaines étaient fermées, d'autres entr'ouvertes. Adrien ressentit un véritable choc lorsqu'il réalisa l'absence de cellules, de barreaux ou de tout élément évoquant un lieu de détention classique. Ce n'était pas une prison, c'était un centre de triage. Dans une des pièces, 2 hommes et une femme observaient un homme assis à une simple table. Un homme d'âge mûr, les mains posées sur le bois, le regard fixé sur un point indéfini du mur. Il n'était pas ligoté. Il ne semblait pas sous sédatif, juste, vidé. « Il est arrivé hier », a déclaré Mireille. « Officiellement, il a été transféré dans un centre de réinsertion sociale à Dijon. » Adrien reconnut le nom dans l'un des dossiers qu'il avait consultés plus tôt. Le transfert était indiqué comme terminé. « Que se passe-t-il ici après minuit ?» finit par demander Adrien. Personne n'a répondu immédiatement. Laurent actionna un panneau de verre. À l'intérieur, des fichiers numériques affichaient des graphiques, des schémas comportementaux, des dossiers psychologiques, des personnes cataloguées non pas par crime, mais par persistance, des individus qui ne se sont pas adaptés, qui sont toujours revenus au même point de rupture sociale. La France a toujours mal géré les problèmes non résolus, a déclaré Mireille. Elle a donc appris à s'en sortir.
Le véritable tournant s'est produit lorsque Claire a fait irruption, une tablette à la main. « Nous avons un problème », a-t-elle déclaré. « La personne suivante sur la liste n'est pas une inconnue. » Elle a retourné l'écran. Le nom affiché était Adrien Morel. Un silence pesant, absolu, s'installa immédiatement. Adrien eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds, non par peur physique, mais face à la clarté soudaine du mécanisme. Sa présence n'était pas le fruit du hasard. Son autorisation exceptionnelle, le moment choisi, l'accès partiel, avec le recul, tout paraissait logique. « C'est une erreur », dit Adrien. « Je n'ai jamais participé à un programme d'observation. »« Oui », répondit Laurent, « indirectement. Sa mère l'était, en 1989. » Adrien ne répondit pas par des mots, seulement par un léger recul involontaire. Mireille poursuivit sans adoucir son ton. Elle a été considérée comme récidiviste en matière de troubles du comportement. Mutation. La procédure n'a pas été menée à son terme. Adrien comprit alors qu'il ne s'agissait pas simplement d'une institution traitant des déviances sociales. C'était un système qui corrigeait les lignées, les récurrences, les probabilités héréditaires. « Tu n'aurais pas dû revenir ici, » dit Mireille, « mais tu l'as fait. » L'homme assis dans la pièce voisine leva lentement les yeux. Pour la première fois, son regard semblait concentré. Il observa Adrien avec une étrange reconnaissance, comme quelqu'un qui voit en l'autre une version future de lui-même. « Il pourrait encore déraper, » dit Claire avec hésitation. « Le cycle n'a pas encore vraiment commencé. » Laurent a fermé le panneau. « Ou bien nous pouvons enfin terminer ce qui est en suspens depuis 30 ans. » Le point de non-retour était atteint. Adrien n'était plus un simple observateur, un analyste, ni un risque administratif. Il faisait désormais partie intégrante de l'erreur originelle que le manoir s'efforçait de corriger bien avant son arrivée. Et maintenant, après minuit, le système nécessitait un arrêt. La révélation ne provoqua pas de panique immédiate. Ce qui suivit fut plus déconcertant, une efficacité redoutable. Mireille arracha la tablette des mains de Claire, comme si elle retirait un objet déplacé, et prit rapidement des notes sur un terminal adjacent. Le nom d'Adrien resta affiché quelques secondes avant de disparaître, réduit à un code alphanumérique. « Cela ne change rien à la procédure », a-t-elle déclaré. « Juste la priorité. » Adrien ressentit le poids de cette phrase plus que n'importe quelle menace directe. Il n'y avait ni haine ni plaisir, seulement la continuité. Il tenta d'organiser ses pensées, mais chacune de ses réactions semblait prévisible. « Depuis combien de temps observez-vous les gens ?» demanda-t-il, gagnant du temps. « Depuis que nous avons compris qu'ignorer les choses coûte plus cher, » répondit Laurent. « Au début, c'était improvisé. Maintenant, c'est statistique. » Claire évita le regard d'Adrien. Son hésitation initiale n'avait pas disparu, mais elle s'était faite plus contenue. Elle se rapprocha de Mireille. « Ravel est-il au courant de cela ?» demanda-t-il à voix basse. « Ravel en sait assez, » répondit Mireille. « Il ne demande jamais de liste. Il se contente de confirmer que le budget reste inchangé. » Cette réaction a révélé la conséquence politique immédiate. Personne n'agissait en secret. Le système existait parce qu'il était toléré, financé et opportunément oublié. Adrien fut conduit dans une petite pièce sans porte verrouillée. Malgré cela, l'absence de barrière physique rendait toute tentative de fuite vaine. L'espace ne contenait qu'une chaise, une table et une caméra discrète dans un coin. Rien de menaçant, rien d'improvisé. De l'autre côté de la vitre, Laurent observait les écrans. Mireille analysait des données historiques où Adrien figurait désormais parmi les variables actives. Claire restait silencieuse, comme absente. Les réactions se sont manifestées progressivement. D'abord, l'impact institutionnel, ajustement des protocoles, réorganisation des horaires. Le déroulement habituel de la soirée s'en est trouvé perturbé, engendrant de légères frictions, non pas le chaos, mais des retards perceptibles. Ensuite, l'impact humain. Il ne présente plus les mêmes schémas, a finalement déclaré Claire. Il a une stabilité fonctionnelle. Pour l'instant, répondit Mireille, la plupart des gens en avaient aussi, jusqu'à ce qu'ils n'en aient plus.
Adrien comprit qu'on ne le jugeait pas sur ses actes concrets, mais sur des projections. Le système ne punissait pas ce qui s'était passé, il corrigeait ce qui pourrait arriver. Un écran diffusait de vieilles images, une jeune femme assise dans cette même pièce des décennies auparavant. Adrien reconnut immédiatement le visage. Bien qu'il ne l'eût vu que sur des photos de famille, sa mère, la posture était semblable. Le même regard fixe, cherchant à comprendre des règles qui ne lui avaient jamais été expliquées. Elle n'a pas pu résister, a déclaré Laurent. C'était considéré comme un succès à l'époque. La conséquence émotionnelle a frappé Adrien tardivement, comme un choc thermique. Il n'y a pas eu d'explosion de colère. Juste une compression intérieure et silencieuse qui l'a contraint à garder le contrôle pour ne pas s'effondrer. Qu'advient-il de ceux qui suivent ce processus ? A-t-il demandé. Mireille a répondu sans détour, ils continuent. Mais ils n'interviennent plus. Adrien avait compris. Il ne s'agissait pas de mort physique. C'était quelque chose de plus acceptable sur le plan administratif. Une neutralisation sociale complète. Des personnes qui existaient, mais qui ne causaient pas de problème. Dans le couloir, de petites alarmes se mirent à retentir. Rien de grave, mais suffisant pour indiquer que le retard de cette nuit-là commençait à s'étendre. Le système réagissait mal aux anomalies. « Nous n'avons plus beaucoup de temps », a déclaré Laurent. Plus il reste conscient de ce qu'il est, plus le risque d'instabilité est grand. Claire prit une profonde inspiration. Ou plus le risque d'échec du modèle est grand, a-t-elle déclaré. Et si c'était précisément la variable qu'ils n'ont jamais pu prédire? Le silence qui suivit fut pesant. Pour la première fois, le système semblait confronté à une conséquence inattendue, la possibilité d'avoir tort. Et les erreurs n'y étaient pas tolérées. Adrien n'a pas tenté de s'enfuir. Sa décision n'était pas le fruit d'un courage soudain, mais d'une compréhension progressive. Pendant que Mireille et Laurent discutaient des réglages techniques, il observait les détails de la pièce, la position de la caméra, le délai minimal entre le mouvement et l'enregistrement, l'absence délibérée de miroir. Tout y avait été conçu pour réduire les variables humaines, moins de stimuli, moins de réactions. C'est précisément là que le système a failli. Adrien comprit que personne là-bas ne supportait les comportements inattendus. Claire avait été la première à montrer des signes de faiblesse, non pas par rébellion ouverte, mais par manque de clarté quant au fonctionnement de l'équipe. C'est là que commença la maturation d'Adrien, non pas par une confrontation directe, mais par une adaptation silencieuse. Lorsque Laurent entra dans la pièce, il apporta avec lui une tablette, affichant des graphiques en temps réel. « Votre réponse physiologique est inférieure aux attentes », a-t-il déclaré. « Cela rend l'interprétation difficile. »« Le modèle est peut-être obsolète », répondit Adrien sans hausser le ton. « 30 ans, c'est long. » Laurent ne répondit pas, mais la remarque eut un effet. Mireille s'approcha du verre, analysant les données avec une attention accrue. Adrien poursuivit, pesant chaque mot comme une action stratégique. « Vous corrigez les schémas, dit-il. Mais vous ne tenez pas compte du contexte. Ma mère n'a pas échoué. Elle a remarqué quelque chose d'anormal et a réagi. » Ce renversement narratif était subtil, mais puissant. Pour la première fois, le système était décrit comme réactif et non préventif. La transformation d'Adrien ne s'est pas opérée par de longs discours, mais par de petites décisions. Il a commencé à répondre avec des délais calculés, à moduler intentionnellement ses gestes. Le système de surveillance a commencé à révéler des incohérences. Les graphiques ont fluctué de manière anormale. « Il manipule ses propres données », murmura Mireille. « Non, corrigea Claire en s'approchant. Il montre qu'ils n'ont jamais été stables. » Cette observation a marqué la maturation d'Adrien en tant qu'acteur de son propre changement. Il ne cherchait pas à détruire le système, mais à le forcer à se révéler. Claire commença à réagir, de légers retards dans l'affichage. Une alerte ignorée, une porte intérieure restée déverrouillée quelques secondes de trop. Rien qui puisse être qualifié de sabotage direct, mais suffisamment pour lui laisser une marge de manœuvre.
Adrien s'en est aperçu lorsque la caméra de la pièce a effectué un réglage automatique. Un minuscule angle mort est apparu pendant une fraction de seconde. Il se leva lentement, restant dans le cadre, mais se déplaçant juste assez pour forcer le système à recalculer. La caméra se figea un instant imperceptible. « Ne faites pas ça », dit Laurent, avec une tension sans précédent. « Nous entrons en territoire inconnu. Zone non cartographiée. » Adrien faillit esquisser un sourire. Son ascension n'avait rien d'héroïque ni de grandiose. Elle était fonctionnelle. Il avait appris le langage du lieu, les protocoles, les statistiques, la prévisibilité, et maintenant, il l'utilisait contre le système lui-même. « Vous avez besoin de ma coopération », dit Adrien. Un processus incomplet génère des interférences. Les interférences entraînent un audit. Le motaudit l'impact fut immédiat, non pas comme une menace, mais comme une possibilité bien réelle. Le système existait précisément parce qu'il était invisible. Toute instabilité prolongée attirerait l'attention extérieure. Mireille ferma les yeux un instant, recalculant ses calculs. Adrien n'était plus un simple objet. Il était devenu une variable essentielle. Plus un problème à résoudre, mais un élément à négocier. Et dans cette demeure française, après minuit, toute négociation était un signe indéniable d'échec structurel. La négociation n'a pas été déclarée ouvertement, mais elle s'est déroulée en marge des actions menées. Mireille a réorganisé les priorités au sein du système central, transférant des ressources du sous-sol vers le contrôle du périmètre. Cela a eu un effet secondaire immédiat. Certains secteurs internes se sont retrouvés momentanément sans surveillance complète. Adrien remarqua le changement avant même qu'il ne soit exprimé. Le silence dans le manoir n'était plus uniforme. Il y avait des interruptions, des secondes sans bruit mécanique, sans pas, sans mise à jour numérique. Le système était mis à rude épreuve. Claire profita de l'occasion pour passer d'une pièce à l'autre avec une aisance qu'elle ne lui connaissait pas. Dans l'une, elle désactiva manuellement un système de pointage automatique. Dans une autre, elle retira un dispositif d'identification physique d'une porte latérale. Des intrigues secondaires commençaient à se dévoiler. Des voies d'accès désormais inutilisées, des fichiers marqués pour suppression préventive. Si ça se sait, dit Laurent en regardant les cartes, il n'y aura aucun moyen de contrôler le récit. Il n'y en a jamais eu, répondit Mireille. Seulement un report. Le rythme s'accéléra sans qu'il soit nécessaire de s'étendre sur le sujet. Une voiture passa sur la route de desserte. Elle ne s'arrêta pas, mais ralentit. Quelqu'un commençait à chercher au mauvais endroit, au mauvais moment. Adrien fut emmené de la salle d'observation et ramené dans le couloir principal du sous-sol. Non pas comme prisonnier, mais comme une personne à surveiller. La décision était stratégique. En cas de problème, il servirait de prétexte. En chemin, ils franchirent des portes qui étaient restées verrouillées. Certaines pièces étaient vides, d'autres démantelées à la hâte. Ceux qui s'y trouvaient auparavant n'étaient plus impliqués dans le cycle de cette nuit. Le système se préparait à un événement central, unique. Le point culminant ne se passe pas ici, dit Claire à voix basse en passant devant Adrien. Il se passe en haut. Il avait compris. La demeure devait conserver une cohérence extérieure. Toute perturbation devait paraître administrative et non structurelle. Dans le hall principal, l'horloge à pendule indiquait toujours minuit. Mireille s'arrêta devant elle et retira la vitre. Le mécanisme interne, moderne, était dissimulé sous un vieux boîtier. Elle désactiva un module secondaire. « Cela va perturber les cycles », a déclaré Laurent. « Ils sont déjà désalignés », a-t-elle répondu. Les derniers préparatifs ont nécessité des décisions rapides. Quels documents seraient conservés? Lesquels seraient supprimés? Qui resterait pour soutenir la version officielle? Qui quitterait temporairement Saint-Aubin? Adrien se trouvait exactement là où tout avait commencé, au centre du hall. Aucune contrainte ne le retenait. Seule planait une attente palpable. Il sentait qu'il n'était plus la cible directe, mais le catalyseur. Dehors, des pas se rapprochèrent du portail. Des voix. Une demande d'accès. Rien d'agressif, juste de la curiosité excessive. « Nous avons quelques minutes », dit Laurent. Claire regarda Adrien, cette fois sans essayer de le dissimuler.
Quel que soit le résultat, a-t-elle dit, ne revenez pas à la neutralité. Le système était sur le point de s'effondrer ou de se réinventer. Il n'y avait plus de place pour les demi-mesures. La prochaine action, quelle qu'elle soit, déterminerait si l'hôtel particulier de Montferrand continuerait d'opérer dans l'ombre ou deviendrait enfin visible. La première sonnerie résonna dans le manoir, comme une erreur de jugement amplifiée. Elle n'était ni insistante ni agressive, une seule sonnerie, assez longue pour signaler une présence officielle, assez courte pour éviter toute confrontation immédiate. Laurent regarda Mireille. Il n'y avait plus de temps pour les simulations. « Qui est-ce » demanda-t-elle par l'interphone extérieur. « Gendarmerie nationale » répondit la voix. « Nous enquêtons sur une plainte administrative relative à des biens. » Aucune accusation, aucune injonction judiciaire explicite. Juste de quoi obtenir une réponse. Le système, conçu pour fonctionner de manière invisible, s'est effondré au moment où il a dû s'expliquer. « Ils n'ont pas de mandat », a déclaré Laurent. « Pas encore. » Adrien fit un pas en avant dans le hall, brisant la formation implicite. « Mais ils le feront, a-t-il dit, si quelque chose ici n'a pas de sens. » Le tournant s'est produit là, sans violence, sans précipitation. Mireille a pris une décision qui ne prévoyait aucun protocole. Elle s'est dirigée vers le panneau central, a composé un code manuel et a ainsi obtenu l'accès complet aux archives historiques. « S'ils entrent, dit-elle, ils verront tout. »« Cela détruit le programme ?» répondit Laurent. « Non, corrigea-t-elle, c'est définitif. » Claire se tenait déjà devant la porte d'entrée. Elle l'ouvrit avant même qu'on ne frappe une deuxième fois. 2 agents entrèrent et examinèrent les lieux avec une attention professionnelle. Le hall d'entrée était resté inchangé. Un vieux manoir vide faisant l'objet d'une inspection tardive. Jusqu'à ce que l'un d'eux remarque l'horloge arrêtée. « Est-ce que c'est cassé ?» demanda-t-il. Adrien a répondu avant tout le monde. « Non, c'est réglé. » Mireille activa le projecteur central. Des données commencèrent à envahir l'espace. Nom, date, procédure, transfert fictif. Aucune tentative de justification. Juste une exposition. Le point culminant ne fut pas une confrontation physique, mais un effondrement moral et institutionnel simultané. Ce qui avait fonctionné pendant des décennies reposait sur un silence partagé. Et ce silence fut rompu par ceux-là même qui auraient dû être neutralisés. Laurent se retira, non par défaite, mais par une reconnaissance tardive. Le système avait échoué précisément là où il se croyait infaillible, en matière de prédiction. Adrien sentit sa transformation achevée. Il ne cherchait ni vengeance, ni justice abstraite. Il refusait simplement de rester une variable contrôlable. Lorsque les agents ont demandé un accès complet à la propriété, Mireille a accepté sans résistance. L'horloge à pendule, déconnectée de son module dissimulé, se mit à bouger lentement, non pas pour donner l'heure exacte, mais pour indiquer que le manoir n'était plus en activité. Le conflit central avait été résolu, non pas parce que quelqu'un a gagné, mais parce que le mécanisme ne pouvait plus se dissimuler. L'hôtel particulier de Montferrand ne fut pas immédiatement isolé. La bureaucratie française ne fonctionnait pas par à-coups, et cela joua en faveur de la vérité. Dans les jours qui suivirent, des équipes techniques remplacèrent les gendarmes, accompagnés de représentants régionaux qui évitaient le contact visuel et ne parlaient qu'en cas de nécessité. Rien n'était officiellement qualifié de programme. Le terme employé était dispositif administratif obsolète. Adrien avait accompagné les premières inspections en tant qu'observateur autorisé. Pour la première fois, son rôle était clairement défini, non pas celui d'un archiviste neutre, mais celui d'un témoin clé. Les fichiers projetés ce soir-là avaient été automatiquement copiés sur des serveurs externes dès leur activation complète. Mireille le savait, c'est pourquoi elle avait ouvert le système. Étienne Ravel apparut 2 jours plus tard, sans escorte, sans discours. Il traversa silencieusement le hall, remarqua que l'horloge était désormais défectueuse, et s'arrêta devant Adrien. « Vous auriez pu partir, dit-il. »« Je suis parti, » répondit Adrien, « mais pas comme tu l'imaginais. » Ravel ne contesta pas. Il savait que le moindre mot malheureux serait noté.
La conséquence fut administrative, suspension préventive, enquêtes internes, disparition progressive et irréversible de la scène publique. Rien de spectaculaire, rien d'héroïque. Mireille n'a pas été arrêtée. Elle est devenue collaboratrice technique. Son témoignage a permis de retracer des décennies de décisions obscurcies par le jargon juridique. Laurent a démissionné avant d'être interrogé officiellement. Claire a été mutée dans un autre service, loin de Saint-Aubin, loin de l'hôtel particulier. Quant à ceux qui avaient subi ce processus, l'État se trouvait confronté à un problème insoluble. Des personnes vivantes, autonomes, mais privées de leur libre arbitre. Il était impossible de revenir complètement en arrière. Seule une reconnaissance tardive pouvait être obtenue. Adrien a démissionné quelques mois plus tard. Son rapport final ne contenait ni adjectif ni accusation directe, juste une suite logique de faits. C'était suffisant. L'hôtel particulier de Montferrand est en cours de classement comme monument historique. Non pas comme un monument, mais comme un avertissement silencieux quant aux dérives possibles des systèmes lorsque personne ne s'interroge sur ce qui se passe après minuit. Des années plus tard, l'hôtel particulier de Montferrand demeurait fermé au public, non pas par mystère, mais à cause d'une documentation excessive. Les guides touristiques évitaient de le mentionner, et les cartes officielles ne le désignaient que comme propriété faisant l'objet d'un examen constant. Adrien, qui vivait désormais loin de la France rurale, se réveillait parfois à minuit pile. Non par peur, mais par habitude. Il savait que certains systèmes ne disparaissent pas, ils se transforment simplement. L'horloge du manoir n'a plus jamais affiché l'heure exacte, et personne n'a essayé de la réparer. Des histoires comme celle de l'hôtel particulier de Montferrand se nourrissent non seulement des révélations faites, mais aussi de ce qui a été toléré trop longtemps. Elles soulèvent une question dérangeante. Combien de systèmes similaires continuent de fonctionner aujourd'hui, protégés par un jargon technique et un silence collectif? Si ce récit vous a mis mal à l'aise, réfléchissez aux mécanismes invisibles que vous avez déjà acceptés sans les remettre en question. Partagez cette histoire, discutez-en les différentes facettes, confrontez-vous à ses implications. La véritable terreur ne réside pas dans le surnaturel, mais dans la normalisation de ce qui ne devrait jamais se produire après minuit. To learn? Oh. When I was trying to learn earlier in the stream, I regretted it. Is learning, like, essential? Or is it optional? Hold on. I need a clip. Okay. I scan items to craft. Oh, like the boxes we found. Hold on. We need more copper. Ladderfish? What's this? We scan. What's this? Scan. Can't scan any of this! What's this? Oh, bacon! 30 seconds. Wait, we need 5! Blueprint acquired. Try to scan the cacodemons. The cacodemons just blow up on me. Wait, I'm half health because of these fuckers. Hello? Is there anything here? Hello? Oh. Grav trap. What does this do? I forgot. What's the grav trap? New blueprint acquired. Traps gravity, thank you. That's very insightful. Oh, for fishy? Oh, that's kind of sad. Hold on, it's getting a bit dark here. Hello, fishy. 30 Oh! seconds. Can't I? Oh, air! High five! It's okay, thank you. We oxygen. So, is this like the buttholes of the brain core?